Le surdiagnostic, à quoi ça ressemble? Vous avez ici un graphique qui montre deux courbes. La courbe du haut, c'est le 1 253 000 Américains à qui on a dit depuis 15 ans qu'ils étaient des cancéreux de la prostate. Ça fait du monde à la messe, ça. Regardez l'impact que ça a eu sur les décès. Ça n'a pas eu d'impact. Donc, le dépistage du cancer de la prostate identifie les cancers de la prostate qui ne tuent pas le monde. Mais c'est pas ça qui est intéressant. En prévention, c'est de trouver les cancers qui empêchent les gens de se rendre au terme de leur longévité naturelle. Or, notre longévité naturelle devrait nous permettre de nous rendre en pleine possession de nos moyens à notre 85e anniversaire. C'est au soir de notre 85e anniversaire qu'on acquiert le droit de se prendre pour des petits vieux et des petites vieilles. Mais c'est aussi le soir du 85e anniversaire qu'il faut arrêter toutes les simagrées de prévention. Puisqu'il faut bien mourir quelque temps, à un moment donné. La mortalité reste à 100%. Alors, conclusion intérimaire numéro 1. La prévention primaire fondée sur la consommation de pilules et la prévention du cancer fondée sur des dépistages conçus et réalisés à l'aveuglette. Des séries cliniques, entre parenthèses, okay, à proscrire. J'ai bien dit à proscrire, pas à prescrire. La deuxième, les systèmes de santé contemporains produisent de l'illittératie en santé. J'ai bien dit illittératie, pas analphabétisme, c'est différent. On peut connaître les lettres sans nécessairement tirer leur sens des mots qu'ils forment. Et c'est vraiment un problème auquel on est confronté présentement. Les facteurs qui produisent l'illittératie en santé. Il y a d'abord une recherche qui est complètement dévoyée par la recherche du profit à court terme. Okay. Sachez bien là, que les milliards qui sont investis en recherche servent essentiellement à chercher de façon hystérique le prochain blockbuster qui va remplacer le Lipitor. Ça fait depuis 1962 qu'il n'est pas sorti d'innovation de l'industrie, de la recherche de l'industrie pharmaceutique. Et cette dernière innovation-là, c'était la pilule contraceptive. Depuis ce temps-là, tout ce qui est sorti sur le marché, c'est souvent même pas à la hauteur du placebo. Mais ça en est pour moins toxique. Il y a, deuxièmement, les publications en haleine qui paraissent dans les périodiques. Et les publications sont en haleine parce qu'elles surreprésentent les études de résultats positifs. Il y a le cherry picking. On choisit les résultats, puis après ça, on formule des hypothèses, ce qui est exactement le contraire de la démarche scientifique légitime. Beaucoup d'articles sont écrits par les départements de marketing des sociétés, des producteurs, et ils sont, après ça, endossés par des vedettes de la profession, des notables de la profession qui acceptent de servir de prête-nom. Ce que j'ai enseigné pendant 40 ans est un crime aussi grave que le plagiat, mais c'est pratiqué sur une très large échelle partout en Occident. C'est pratiqué sur une très large échelle partout en Occident. Vous pouvez me citer au texte. Troisièmement, l'information est incorrecte dans les pamphlets qu'on réalise pour convaincre la population de se faire dépister. Quatrièmement, les reportages de la grande presse accréditent toutes ces erreurs-là. Et c'est ainsi qu'on entend constamment reprise des calembredaines. Comme le vieillissement explique l'explosion des coûts. Alors qu'on a des données en platine qui montrent que ça n'a aucun impact sur l'explosion des coûts de santé. On répète constamment, si on l'avait dépisté il y a 6 mois, il aurait sauvé la vie. C'est une niaiserie colossale, puisqu'il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Pour que ce soit vrai, cette niaiserie-là, il faudrait que tous les cancers mènent inévitablement au décès. Ce qui est, on sait, n'être pas le cas. Grâce à Dieu, parce que notre longévité n'excède pas encore 86-87 ans. Il faudrait deuxièmement que les traitements soient toujours à 100% efficaces. Troisièmement, il faudrait que le cancer lui était présent 6 mois auparavant, ce qu'on n'a aucun moyen de vérifier. Bref, c'est une sottise, mais qui finit par être accréditée comme étant une perle de sagesse qui nous provient de la deuxième personne de la synchronité. Des conflits d'intérêts. Moi, je suis toujours renversé de voir comment on dirait que le monde oublie qu'on est dans un secteur qui a des conflits d'intérêts. 5 minutes, bon, je pensais que j'étais 5 minutes. La médecine défensive. Le fait de prescrire aux gens des services pour le motif qu'on a peur de se faire poursuivre.
Et finalement, et c'est un des sujets graves, c'est l'illittératie des médecins eux-mêmes en statistique de la santé et en épidémiologie. Ça va être la conséquence. Les conséquences de l'illittératie. Patients et bien portants sont mal informés. Les médecins, et je veux que vous me compreniez bien, là, le médecin de première ligne que vous consultez n'est pas plus bête que moi. Et il n'est pas moins désireux que moi de rendre service. Mais il ne peut plus choisir ce qui lui convient, ce qui convient le mieux aux gens qu'il consulte, parce que la documentation scientifique et les normes de pratique qui en découlent sont toutes les deux faisandées. Et faisandées, là, c'est un terme poli pour dire qu'ils sont toutes les deux corrompus. Et la fausse représentation, la dernière mouture de la fausse représentation, c'est celle de la soi-disant médecine fondée sur des preuves. Des preuves découlant souvent de conférences de consensus, lesquelles sont corruptibles. Et évidemment, toutes les spécialités ne sont pas également corrompues. Je vous dirais que je pense que la cardiologie interventionnelle remporte probablement la prime. La première ou la deuxième place, la première place est peut-être occupée par la psychiatrie. Mais sachez que jusqu'à il y a près de 2 ans, je me suis entretenu de l'illusion qu'on avait au moins réussi à mettre ma spécialité à l'abri de cette corruption-là. Et j'ai perdu cette illusion-là pendant le cirque de la vaccination pour la grippe H1N1. De telle sorte qu'il reste à peu près 5 sources d'informations qui sont fiables. Il n'est pas là qu'en anglais et en français, il y a près de 5000 périodiques qui paraissent dans les centres de santé. Il n'y en a que 5 qui méritent, qui sont à la hauteur de leur obligation. La revue Prescrire, la seule en français. Therapeutic Initiative de l'University of British Columbia, The Medical Ledger, les rapports de collaboration Cochrane qui paraissent dans les 2 langues, et puis finalement le Public Library of Science, Medicine, puisque les secteurs. La conclusion intérimaire 4. Les soins du réseau sont-ils tous pertinents? Est-il pertinent de rendre les gens malades pour améliorer leur santé? Quand on a parlé ici, là, tout à l'heure, du jeu que les conférences de consensus font avec les valeurs normales, là, quand on a décidé de créer la fausse maladie qui est la préhypertension, on peut de créer instantanément en Amérique du Nord un marché de 38 millions de nouveaux malades. Et comme mon collègue a dit qu'à passer l'âge de 50 ans ou 60 ans, tout le monde est malade, c'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est le Dr Nock, qu'on réalise avec 80 ans de décalage. Et ça, il ne faut pas vous laisser embarquer là-dedans. Ce n'est pas justifié, surtout quand on regarde les données de la longévité qui font que, de fait, on est de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. Donc, c'est pas vrai qu'on est pourri de maladies comme ça. Et finalement, il faut poser la question, est-ce qu'il est pertinent de rendre les gens malades pour améliorer leur santé? Autrement dit, l'acharnement thérapeutique, ou l'acharnement préventif, pardon, est-il plus justifiable que l'acharnement thérapeutique, dont on a déjà dit beaucoup de mal? Alors, la conclusion finale, ça ramène essentiellement à ceci. La surmédicalisation signale la faillite éthique de la médecine en Occident. La médecine a perdu le Nord. Et la médecine a perdu le Nord parce qu'elle a été trahie par ses élites. Ça rappelle constamment le proverbe des Gaspésiens qui dit « La morue, ça commence toujours à pourrir par la tête. » Les souffrants ne sont plus à l'abri de l'exploitation et les bien portants sont exploités au maximum par la corruption de la notion de prévention. Je vais répéter ce que je viens de dire là parce que ça, c'est mon champ de spécialité. Les bien portants sont exploités au max par la corruption de la notion de prévention. Et là-dessus, de fait, il faut prendre au sérieux. Et puis ici, je vous suggère quelques lectures qui sont défrisantes et qui reprennent ceci et qui montrent notamment qu'une belle illustration d'une fausse maladie en dehors de la dysfonction érectile, quand vous y avez poussé 30 secondes, comment on détermine le malade normal de la fonction érectile? Mais j'étais jeune médecin et j'ai été exposé à quelque chose d'analogue qui était la médicalisation de la ménopause, avec l'introduction de l'hormonothérapie synthèse. Actuellement, on est en train de répéter le même cirque avec le syndrome D pour insuffisance de testostérone. Et dans les faits, c'est du délire. C'est complètement délirant, mais au moment où on est confronté à ça, c'est déjà partout dans les médias, c'est la publicité directe aux consommateurs, etc. C'est ceux qui disent hey, « ça n'a pas de bon sens » qui passent pour
des clochards qui passent pour des déviants, qui passent pour des timbrés là-dedans. Alors finalement, merci de votre patience.